faut quelque chose de réel et de concret. 2, que ça passe par l'esprit. 3, que l'esprit en fasse quelque chose d'imaginer. Même si, au moment où je suis en train de perdre la partie de carte, la réelle partie de carte a lieu. Ensuite, je sublime la partie de carte en la représentant sur la toile par une technique, un geste, et une manière. Rappelez-vous, la manière de l'artiste, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de Van Gogh, il n'y a pas de Dali, il n'y a pas, vous voyez ce que je veux dire, la carte, parce qu'on ne peut pas transmettre la qualité de l'esthétisme comme on pourrait transmettre une recette de famille pour faire un bon vin au mois ou faire un bon gâteau. Il faut du génie. Donc, il y a un objet. La façon dont on est capable de le représenter, la manière dont on le représente et on le subit par le génie qui est le nôtre, et enfin, il y a ce qu'on appelle l'élan vital, nous dit Kant. Et l'élan vital, on va vous dire, c'est ce qui fait toute la différence. De temps en temps, je m'essaie, quand je vois ce que je fais, je me dis non. Surtout quand on ne parle même pas. Ne sors même pas ta toile de ton petit atelier, tu seras ridicule. Parce que je sens bien qu'il manque l'élan vital et il manque aussi beaucoup d'autres choses. Mais je sens qu'il manque l'élan vital. Parce que pour qu'une œuvre soit reconnue pour être belle, il faut qu'elle soit sublimée. Il faut qu'elle s'élève à un degré supérieur, qui est celui des beaux-arts. Les beaux-arts, c'est la beauté, on l'a dit, ce qui plaît universellement et sans concept. C'est ce qui plaît à une époque et dans un lieu et dans un temps donné. C'est ce qui répond à des critères et des valeurs de l'art sur l'instant. Ce qui était beau dans les formes, la générosité d'un corps par exemple, dans les années 50, mais peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Ce qui était de l'ordre de ce qui faisait rêver peut-être au XIIe siècle, aujourd'hui c'est peut-être ce qui pour nous n'est pas véritablement transcendant. En bref, tout ça pour vous dire qu'un art ou une œuvre est toujours attaché à l'esprit d'une époque, l'esprit d'un temps, et que ce qui fait l'œuvre d'art, c'est justement cet élan vital, cet élan de vie qui fait qu'on peut être 50 à vouloir représenter la Joconde. Il y en a qui le font peut-être très bien une bonne copie, mais ça ne sera pas la Joconde. Donc, quand l'a bien compris, il faut du talent, on l'a dit. Il faut du génie, on l'a dit. Il faut sublimer par l'esprit, on l'a dit. Donc ça, c'est de l'art. L'art pour l'art. C'est gratuit. C'est-à-dire que la plupart vivaient, pauvrement d'ailleurs, de quelques mécénats. Mais on n'était pas là à se dire, tiens, je vais faire une œuvre d'art en disant, je vais avoir 10 000 euros. Vous voyez, l'œuvre, c'était l'art pour l'art, le beau pour lui-même. En même temps, c'était ce qui devait représenter son élan vital, quelque chose qui transcende la totalité. Et qui transcende la totalité parce que finalement, on a compris que c'est transcendant à la soi. Et ensuite, bien entendu, il fallait le talent, il fallait le génie, non seulement celui qui crée, mais face à lui, il fallait un spectateur réceptif, celui qui est capable de voir l'art, d'être comme époustouflé par la beauté de la chose. D'ailleurs, il faut faire une différence entre l'art et donc la beauté, et ce qui relève de l'émotion sensible, parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'adore les roses. Mais par contre, si vous offrez du mimosa, quand je suis dans une région où j'en ai beaucoup, moi ça me fait mal à la tête. Vous voyez, ben, vous avez toute la différence entre ce que je trouve beau et ce qui relève de la sensibilité. Dans l'art, c'est pareil. L'art, c'est ce qui dégage une aura, vous dira Kant. Et pas que lui d'ailleurs. Si ça dégage une aura, ça veut dire que même si la Joconde, si vous la donnez, je serais bien embarrassée, parce que je ne savais pas trop où la mettre, et puis c'était pas le style immobilier, on va dire. Il n'empêche que si on me l'a donné, je serai obligée de respecter l'œuvre pour elle-même. D'ailleurs, quand je regarde la Joconde et que je dis, j'entends dire, oh ben moi j'aime pas, qu'est-ce que j'évoque? Une sensibilité. Au sens où, moi ça ne me plaît pas parce que ça ne me convient pas. Mais le fait que je n'aime pas, c'est pas un critère de goût, de beau, pardon, c'est un critère du goût. J'aime pas, parce que c'est dans l'assiette, on met les carottes, elles n'aiment pas, les petits pois, elles n'aiment pas. Tiens, des pommes de terre, c'est ça que, vous voyez, ça c'est du goût. C'est pour ça qu'on éduque dans les temps, on transmet aux enfants la possibilité d'aimer les choses. D'ailleurs, vous avez un essai sur le beau et le sublime magnifique qui a été écrit par un philosophe irlandais qui s'appelle Burke. Il faut le faire, quand même, hein. Burke qui écrit sur le beau et le sublime. En attendant, c'est intéressant. Il montre qu'on éduque à la beauté, qu'on montre aux enfants comment s'habiller, qu'on montre qu'il y a certaines couleurs qui peuvent se marier et d'autres qui ne sont pas très jolies, qui montre qu'il y a des choses qui peuvent se coordonner et pas d'autres. Vous voyez, on intègre la notion de goût et de bon goût. C'est comme ça que les hommes peuvent être de très bon goût dans certains endroits et dans d'autres complètement décalés, les hommes et les femmes, attention. Mais d'un autre côté, on a bien compris que la beauté de l'art, c'est plus que ça.
c'est pas une beauté de l'instant, c'est quelque chose qui transcende. Je vais vous dire, chaque pas la Joconde, elle est belle malgré tout. Et là, le jugement de beauté, le critère de beauté ne correspond pas à ce que je suis moi, mais correspond à ce qui est en vigueur, c'est-à-dire ce qui est sans concept et qui est beau, simplement. Donc je me retrouve devant la Joconde, et oui, c'est émouvant. Je me retrouve devant le contre-vol de David, oui, c'est émouvant. Je me retrouve devant Delacroix avec la liberté vivant le peuple, oui, c'est émouvant. Mais j'écoute un concerto de Rachmaninoff, c'est tout aussi émouvant. Vous voyez? La vérité du bien, c'est tout aussi émouvant. Parce qu'à ce moment-là, je retrouve dans l'œuvre quelque chose qui éveille ma sensibilité, mais qui aussi me transcende quelque part. Et j'y vois l'œil d'un travail, le résultat d'un esprit, quelque chose de génie, quelque chose qui relève du génial, quelque chose que je ne peux que apprécier, mais que d'un autre côté, je suis en droit de dire que j'aime pas, c'est autre chose. Vous voyez, il ne faut pas tout confondre. Ce qui fait que ça nous amène à penser ce que dit Hegel en contrepartie. Il dit pourquoi c'est si facile, pourquoi c'est si beau, pourquoi justement ça ne s'explique pas. Parce que celui qui est capable de représenter quelque chose a compris les perspectives. Ça, on le sait depuis la Renaissance italienne, je l'ai dit. Mais mieux que ça, une perspective qui fait qu'au moment où je crée l'œuvre, je la crée en ayant une subtilité dans la représentation. Et je vais y revenir juste après. Non seulement j'ai de la subtilité dans la représentation, mais en plus, j'entrevois au moment où je vois quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire qu'au moment où je n'ai pas la partie de cartes, au moment où je représentais les 4 hommes en train de se repartir, les cartes, eh bien j'ai pas fait attention, mais cette partie de cartes est toujours au mur. Et les hommes n'existent plus. Ils sont morts. Parce que l'œuvre que je me suis procurée date peut-être du XVIIIe siècle, et que cette œuvre-là rend toujours vivants des êtres qui ne sont plus. Et Hegel vous dit, voilà ce qui est magique dans l'art, c'est que non seulement ça passe par l'esprit qui met en œuvre la matière, non seulement il y a la subtilité de la mise en œuvre, non seulement c'est beau, mais ça sublime tout, parce que l'œuvre renvoie à une perspective qui ouvre à l'éternité. Donc on a compris comment ça se passe depuis le début. On est sensible, on a compris. Les Grecs étaient sensibles à ce qu'ils ont développé. Mais nous, on veut parler de la beauté, c'est-à-dire qu'on veut parler de l'art pur. Ce qui fait que si on reprend l'itinéraire, c'est l'itinéraire de l'esprit. Hegel est formidable pour ça. Hegel nous dit, regardez l'évolution des enfants. Les enfants, ils sont maladroits quand ils sont petits. Et donc, nécessairement, pour eux, l'art, c'est mettre des cubes en bois les uns sur les autres. Ils ont l'impression de créer quelque chose. Et bien, il dit, regardez l'humanité. Et il dit, pour comprendre l'esprit, c'est-à-dire cet esprit avec un grand E qui va s'incarner dans le monde, alors, je précise mon propos. Hegel est un philosophe de la totalité, et il estime qu'il y a un esprit avec un grand E, mais comme il n'est que spirituel, il lui faut le monde matériel dans lequel nous évoluons tous, pour pouvoir s'éprouver. Parce que comment voulez-vous parler de la beauté et dire, oh, parce que je suis sensible à cette œuvre, c'est magnifique, si vous ne l'avez pas rencontré, si vous ne l'avez pas éprouvé? Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous voulez dire que Mozart vous agace, ou Bartok vous agace, alors que vous adorez Adinzel, Debussy, Rachmaninoff? Pourquoi? Pour pouvoir le dire, il faut les avoir écoutés. Et pour pouvoir les avoir écoutés, il faut avoir envisagé un esprit qui s'incarne dans la matière. C'est-à-dire que moi, je suis faite d'esprit, bien sûr, et d'un corps. Pour pouvoir être constructeur, il faut que je touche la glaise. Il faut que je sois dans l'argile, il faut que je sois bloc un peu comme Sisyphe avec ma pierre pour pouvoir la façonner. La musique, il faut qu'elle me traverse. Rappelez-vous, c'est Merleau-Ponty qui disait quand je regarde une table, il ne faut pas simplement que je la voie, il faut que je sois à la table. Tous ceux qui ont fait de la musique dans cette salle le savent très bien. Pour être un bon musicien, il faut que vous fassiez caisse de résonance avec l'instrument dont on parle. Vous savez bien, on a bien côté. Vous voyez, si vous voulez jouer du violon, il faut que vous ayez votre violon, vous ayez votre trou, et qu'il vibre, que vous vibriez par rapport avec lui aussi. Il faut ça. Sinon, vous interprétez. Sinon, vous jouez simplement. Mais une œuvre qui se transcende parce que vous y mettez quelque chose, là, ça veut dire que vous faites corps avec l'instrument. C'est d'ailleurs très charnel, le rapport que vous pouvez entretenir avec votre violon, votre violoncelle, votre trompette, votre clarinette. C'est quelque chose d'intime. Parce que justement, vous faites corps avec l'objet. Et dans la danse, on ne parle pas. La danse, c'est une lutte permanente entre la pesanteur du corps, la quête permanente d'une élévation. Donc, tout ça, c'est magnifique, c'est prodigieux. Et Hegel nous dit, regardez cette humanité. Quand l'esprit s'est incarné au début, il était grossier, comme l'esprit d'enfant.
faire des œuvres magistrales, certes, subtiles, oui, mais surtout très lourdes, très massives. Et il vous parle de pyramides. On n'a pas dit que c'était pas subtil, hein, on dit que c'est massif. C'est-à-dire que quelque part, il faut que les pierres soient énormes, posées les unes sur les autres, comme des cubes posés par un enfant, pour pouvoir symboliser l'élévation. Ce qui est subtil, par contre, on sait que c'est de l'ordre de l'humain, c'est qu'il y a une projection de l'âme du mort vers notre monde. On sait très bien que la pointe de la pyramide renvoie à ces étoiles particulières qui ouvrent un champ d'ouverture particulière aussi dans un monde qui est celui du monde de l'éternité pour le pharaon. Mais en dehors de cela, ce n'est que des pierres. Idem, Hegel vous dit, regardez les temples avec leurs colonnes gigantesques. Ben, on sait très bien